Délicieuse terreur. Délicieuse terreur, l'émission qui vous fait mourir de peur sans jamais vous tuer. Poussin, Revolver et Yakuza, ou comment un Yakuza se retrouve dans une basse-cour. Une création sonore d'un grand repenti, Jérémy Lucas. La lumière chatouille les paupières effilées d'Ototo, tandis qu'une odeur de café en provenance du voisinage lui agace les narines. L'effluve matinale s'infiltre sous sa porte et pénètre entre les murs de son minuscule appartement. Ototo s'abandonne au soleil tiède qui perce délicatement à travers les stores. Il entr'ouvre ses yeux pour contempler le corps groggy de sommeil de sa belle. Les longs cheveux peroxydés d'Asumata s'éparpillent dans le lit comme une météorite explosée. Quel jour est-on ? Ah oui, dimanche. Ototo sourit. Une bonne chose ce dimanche, car il lui reste encore un peu de temps pour paresser. Il entoure de ses bras minces les hanches généreuses d'Asumata et pose sa tête sur son ventre. Elle pousse un soupir grogneux. Il ne l'a pas entendue rentrer cette nuit. Elle est sûrement revenue à pied bien après l'heure du dernier bus. Le souvenir de la douche qu'elle a prise au petit matin traîne encore sur son épiderme. Elle sent le savon à la lavande. Ototo aime ça. D'ailleurs, il aime tout chez elle, et c'est bien ce qui l'effraie parfois. D'abord, il aime son corps qui renferme des petits trésors de chair moelleux tout à fait inattendus. Par exemple, il adore ses fesses et ses cuisses rebondies qu'elle rêve pourtant de faire maigrir. Il aime aussi son visage mobile et son sourire enfantin. Mais il aime surtout son âme légère. Pour rien au monde, il ne voudrait se passer de la fantaisie qu'elle distille au quotidien. En compagnie d'Asumata, tout devient jeu. Les courses, le ménage, manger, se promener, rêvasser. Et même ne rien faire n'est pas ennuyeux. Ototo s'étire lentement. Il écoute chacune de ses articulations craquer avec délectation. Pourtant, le tic-tac du réveil le rappelle vite à l'ordre. Et cette fois-ci, il s'extirpe du lit d'un mouvement souple. Il est nu et malgré ses 35 ans bien tassés, il possède un corps filiforme découpé de petits muscles secs. Ototo enfile le peignoir d'Asumata en perdition au pied du lit, puis referme avec précaution la porte de la chambre. La fenêtre de la cuisine offre une vue plongeante sur la place de l'hôtel de ville, bercée par des vagues incessantes d'humains, dont le flux et le reflux varient au gré du jour et de la nuit. À ce moment, tout est encore serein. Seuls quelques badauds s'ébrouent paisiblement vers leurs occupations dominicales. Ototo met de l'eau à chauffer dans une bouilloire. Il ouvre ensuite une petite boîte argentée. Un parfum de thé fumé s'exhale instantanément du réceptacle métallique. D'un geste mesuré et précis, il dépose 3 pincées d'herbes séchées dans une théière en fonte, puis jette dessus l'eau déjà bouillonnante. Pendant que le breuvage infuse, il se dirige vers la salle de bain. L'endroit est un réduit d'à peine 5 mètres carrés, clair et propre, où tout est agencé au millimètre. Il faut à peine 2 pas pour atteindre la douche, et il suffit d'un demi-tour sur soi-même pour plonger les mains dans le mini-lavabo. Ototo saisit un carton glissé sous le lavabo contenant 3 perruques. Ototo s'empare alors d'un casque au burn très légèrement ondulé qu'il visse consciencieusement sur sa tête. Après quoi, il se brosse les dents avec application. Enfin, il introduit avec minutie sous ses paupières
des lentilles de contact qui ont la vertu de métamorphoser l'ébène de ses pupilles en un vert olive des plus saillants. Lorsqu'il regagne la cuisine, Ototo est devenu le très professionnel monsieur Niwanotori no Hoho Shieri, sexeur de poussins japonais, renommé pour sa précision et sa rapidité dans la détermination du genre des petits gallinacés. Son thé est maintenant parfaitement à point, et tandis qu'il le lappe à petites gorgées, il établit mentalement la liste du matériel à emporter. Une lampe frontale, une blouse, un bon millier de gants en latex, une loupe et une vingtaine de masques chirurgicaux. Voilà tout le nécessaire pour une petite demi-journée de travail. La porte de la chambre s'entr'ouvre, c'est Asumata enveloppée dans un morceau de drap, les cheveux en bataille. Ses yeux rient. Tenté, Ototo secoue doucement la tête. Non, no, I can't. Je dois voyager le train, maintenant, très bientôt. Pourtant, il se retrouve quand même sur le sol de la cuisine, à moitié enveloppé du drap et enroulé dans le corps de sa belle. Au contact de la peau d'Asumata, il a la sensation que chaque parcelle de lui-même se dissout. Joyeuse, Asumata s'abandonne lascivement aux explorations d'Ototo. Tandis qu'il s'absorbe à répertorier chaque centimètre carré de son épiderme, légère comme la plume au vent, Asumata ondule encore et encore. Quand c'est fini, repue, la tête calée contre l'épaule d'Ototo, elle sourit les yeux dans le vague, perdue bien au-delà du plafond. « Please, où sont mes clopes ?»« Suma, don't you need it? Tu n'as pas le besoin de cigarettes, Suma. » Curieusement, chaque fois qu'il est contrarié, Ototo a la manie de s'exprimer en deux temps. Anglais puis un français légèrement approximatif, un peu comme si le cumul des deux langues donnait plus de poids à son désaccord. En guise de réponse, Asumata pose son front contre le sien et murmure « J'en ai toujours besoin après. »« No, please stop it. » Il sourit et ajoute en lui caressant ostensiblement les seins. « This is not good pour le poumon, mademoiselle. » Juste une toute petite cigarette, parce que tu me laisses seule pendant 24 heures. Suma, tu dois arrêter de fumer une cigarette, n'est-ce pas, oui? Asumata pétille. La syntaxe française de son amant l'a toujours séduite. Alors elle promet sans trop y croire. N'est-ce pas oui qu'elle arrêtera de fumer? D'ailleurs, ça commence dès maintenant, mais en échange, elle veut encore un baiser. Ototo s'exécute pour mieux rebondir sur sa valise. À peine a-t-il le temps de rassembler ses esprits. Il saute dans son pantalon un peu froissé, sans omettre de plaquer à nouveau sa perruque sur sa tête. Et déjà, il agite la main. Vite, avant que le train ne parte sans lui. « Je serai bientôt là, Suma. »« Rapporte-moi donc un petit cadeau, mon amour. » Annick Akin attend patiemment dans son costume 3 pièces, en alpaga noir coupé sur mesure. Dissimulé derrière des lunettes de verre fumé, son élégance un peu clinquante détonne avec les environs de cette petite gare française de province. C'est la campagne telle que la dépeignent les guides touristiques japonais. Un clocher d'église sonne, un ciel bleu où ça et là s'effilochent quelques nuages, un horizon parsemé de champs de blé mûr et de bocages prolifiques. Une vraie carte postale. Il ne manque que la Tour Eiffel. Mais la Tour Eiffel est à Paris. Ici, la chaleur estivale fait dégouliner la sueur sur le costume du redoutable Annick Akin. Cependant, pas question, étant donné les circonstances et son statut d'émissaire, d'enfiler un bermuda et un t-shirt. Sokudo, son chauffeur, qui l'attend sagement dans la BMW garée devant la mairie, peut se permettre ce genre d'incongruité en terre inconnue. Mais certainement pas lui.
ce serait un comportement parfaitement déplacé pour Anikakin, le second couteau du chef d'un clan de Yakuza d'une célèbre métropole japonaise. Anikakin connaît sur le bout de son flingue toutes les ruelles du territoire du gang. Les buildings enchevêtrés au milieu des habitations traditionnelles, les nuées de panneaux publicitaires électroniques et le dédale de néons clignotants sont autant de repères pour lui. Il sait par cœur le mouvement de chaque vénérable japonais, se pliant quotidiennement à la bonne marche de la grande mécanique collective générale. Dans son monde, 2 catégories d'humains semblent cohabiter en bonne intelligence. Celui des bons citoyens et celui des hommes de l'ombre comme lui. Anikakin tire nerveusement sur les manches de sa chemise en soie grise pour dissimuler les tatouages qui ornementent une partie de ses avant-bras et qui déjà ont colonisé au fil du temps presque tout son dos. À quelques pas de lui, le panneau d'affichage lui confirme que le train sera à quai dans moins de 2 minutes. L'émotion le submerge malgré lui. Se reconnaîtront-ils ? Tant de temps écoulé depuis la fuite de son petit frère vers l'Europe, 15 années de disparition volontaire, sans plus aucun signe de vie. Il a été vraiment ardu de retrouver sa trace. Et maintenant, comment Ototo réagira-t-il face à ces retrouvailles inattendues ? Depuis longtemps déjà, Anikakin ne craint plus la mort. Et tellement peu de choses l'effraient, excepté cet instant. Ce retour aux sources imminent imposé par le clan paternel. Un magma diffus de colère et d'amour fraternel emplit le cœur d'Anikakin. Il ne parvient pas à mettre à distance ses émotions. Il est pourtant dressé pour ça depuis l'enfance. Devenir et être un Yakuza accompli. Toujours sauvegarder sa dignité et son honneur, quel qu'en soit le prix. Il ploie ainsi immuablement comme le roseau vers ce but. L'éducation implacable qu'on lui a assénée a porté ses fruits. Cependant, aux grandes âmes de leur père, pas avec Ototo. Son petit frère aimait se promener dans la nature et observer les animaux. Il rêvassait, il était trop sensible, il avait un œil de lynx et voulait apprendre à dessiner. Il était le petit préféré de maman. Il se rebellait. Ce petit morveux refusait d'être Yakuza. À la mort de leur mère, il n'a donc eu d'autre choix que de s'évaporer le plus loin possible. Le train entre en gare et les sonorités de la langue française passablement exotiques pour Anikakin résonnent depuis les haut-parleurs. Voie 1, le TGV numéro... Il sait que son petit frère est là, tout proche, il flaire sa présence. Ses pupilles de reptile aux aguets, il attend et demeure impassible malgré le chaos émotionnel qui le submerge. 15 années d'absence et de vide séparent les 2 frères. Anikakin a échoué. D'abord, il l'a à peine reconnu. Son petit frère. Ils se sont quittés alors qu'Ototo était à peine sorti d'une adolescence tumultueuse et qu'Anikakin, déjà marié et père, venait de commettre, lui, son premier assassinat. Ototo n'est plus petit. C'est un homme auquel Anikakin doit se confronter. Un homme qui lui est devenu totalement étranger, qu'il ne comprend plus du tout et sur lequel il n'a strictement aucune prise. Un homme en jeans et baskets, habillé comme un Européen. Ototo a refusé calmement tous ses cadeaux, avec une fermeté et même une âpreté qu'il ne lui a jamais connue auparavant. Non, il ne voulait pas de compte bancaire. Non,
Il ne voulait pas transporter de diamants volés jusqu'à Amsterdam, même contre une très forte somme d'argent. Non, il ne voulait en aucun cas prendre la succession du clan avec son frère. Et non, il ne retournerait au Japon sous aucun prétexte, et tant pis si leur père mourait sans qu'ils puissent jamais se revoir. Oui, il aimait une femme qui n'était pas japonaise mais noire. Oui, il avait des revenus modestes et une vie routinière. Oui, pour rien au monde il ne changerait parce qu'il était maintenant profondément heureux et libre. Et oui, il se foutait des convenances. Et qu'importe du qu'en dira-t-on là-bas au-delà des mers en Asie. Ototo a mis fin à la conversation et a quitté brusquement le buffet de la gare, non sans avoir payé sa propre consommation. Sidéré, Anikakin a soudain pris conscience que son petit frère ne lui appartient plus. Et maintenant, il roule assis au fond de la BMW en race campagne, mené par son humble serviteur, Sokudo. Il a honte et il sait ce qu'il lui reste à accomplir. Sokudo arrête la voiture à quelques encablures de la ferme de la mère Limel, dans un petit chemin de terre reculé. Et avant de quitter l'habitacle, il tend un couteau enveloppé dans du papier de soie gris à Anikakin. Puis, Sokudo claque la porte et s'éloigne discrètement. Un cri guttural s'élève quelques minutes après dans l'air chaud de cet après-midi. Quand il revient dans la voiture, Sokudo découvre sur le siège passager avant un petit sachet de plastique transparent contenant une phalange ensanglantée. Au fond de l'embarcation, le visage blême et imperturbable, Anikakin, la main gauche enveloppée dans un mouchoir sanguinolent, lui ordonne d'une voix d'outre-tombe de le déposer devant la grange de la vieille Limel. Sokudo, pendant cette visite, est chargé d'expédier le doigt à qui de droit. Une partie de la grange a été transformée en immense poulailler où s'ébattent une quantité incroyable de poussins d'un jaune variable. Ça piaille de tous côtés, ça sent le foin, les plumes et les chiures d'oiseaux. Anikakin est bien loin d'être à son aise dans cet environnement si peu raffiné. Drôle d'endroit pour un rendez-vous galant avec cette petite Française dont il doit se débarrasser le plus rapidement possible. De toute façon, il s'en fout. Il n'a pas atteint son but final. Il n'a pas réussi sa mission. Il est toujours en possession des diamants. Que faire désormais de ces deux petits cailloux d'une pureté et d'une beauté incroyables ? Il a cru pouvoir acheter et manipuler son jeune frère avec ses joyaux et même le ramener à la maison. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Il a honte et il est mortifié. Il a définitivement failli à sa tâche. Alors par dépit, il a brusquement jeté les deux minuscules pierres précieuses au milieu de la multitude des poussins qui, intrigués, se sont jetés dessus à coups de bec. Et, quelques secondes plus tard, Janine est apparue dans la grange avec ses yeux ridicules de biche énamourée. Janine Limel scrute sa mère. Assise face à elle, à l'autre bout de l'immense table de la salle à manger, elle est usée et s'accroche à son verre de vinasse comme à une ultime bouée de sauvetage. Hormis son élevage récalcitrant de poulets, l'alcool est devenu l'unique raison qui la retienne un peu à la vie, tout en l'entraînant irrémédiablement vers la déchéance, car il y a déjà bien longtemps qu'elle ne sait plus s'arrêter de boire. Man, c'est la dernière année. Faut que t'arrêtes les poulets, la production, les bêtes à concours. Tu perds ton temps. C'est fini tout ça. L'année prochaine, t'auras même pas assez d'argent pour payer le sexeur de poussins. Ta gueule, Janine. Qu'est-ce que tu connais aux bêtes et au prix du sexeur? J'ai un bon petit Shintok qui vient tous les ans et qui n'a jamais même augmenté son prix. Et il s'y trompe pas. Travail de qualité, aucun poussin abîmé et en 4 heures, c'est fini.
Les femelles sont proprement séparées des mâles, n'a jamais fait la moindre erreur. Qu'est-ce que tu connais toi donc, hein, dans tout ça? Rien. Depuis que ton père s'est fait la malle, tu deviens tous les jours plus conne. Pas rien à voir là-dedans. Non, j'y connais peut-être rien en volaille, mais je travaille dans une banque. Je sais de quoi je te parle. Ça fait 5 ans que tu frôles la catastrophe. T'es déjà en déficit. Prends ta retraite, vends les terres, garde la maison si tu veux pour y vivre. D'abord, t'es pas banquière, t'es qu'une guichetière, ma pauvre fille. T'es qu'un sous-fifre à la solde d'un patron. T'as jamais voulu t'intéresser ni aux bêtes, ni à la terre. Si ton père il y était, quoi et moi, que ça se passerait autrement. Pas t'a quitté parce que tu étais invivable et que tu... Janine s'interrompt. À quoi bon lancer à la tête de sa mère toutes les vérités qu'elle se refuse à entendre? Le père l'a quittée après des années d'espérance déçue. Il a tout supporté, les amants, les beuveries, les humiliations, les insultes, l'argent dilapidé, et malgré toute la patience de son mari, la mère n'a jamais pu abandonner le plus fatal de ses attachements, la bouteille. Rien n'a pu supplanter cette chimère empoisonnée, malgré les blessures qu'elle sème sur son passage. Pas même François, son amoureux transi d'époux, ni Janine, sa fille, qu'elle ne fait même pas semblant d'aimer un peu. Lamentable. Mais, à cet instant, Janine n'a guère le luxe de s'épancher sur sa condition, ni sur celle de sa mère et encore moins sur les ravages de l'alcool. Quelque chose la préoccupe. Quelque chose de bien plus inquiétant que l'amour immodéré de maman pour la boisson ou encore la banqueroute qui menace la ferme. Sa main droite, dissimulée dans son dos, dégouline de sang. Du sang qui n'est pas le sien, du sang qui appartient à l'homme qu'elle vient d'oxyre sans bruit et sans fracas dans la grange. Elle vient de tuer en bonne et due forme son honorable client en costard haute couture. Ce ténébreux et séduisant japonais qui s'est présenté à elle vendredi pour ouvrir un compte bancaire sous l'identité d'Annie Kakin. En échange de son silence et de quelques petits arrangements avec la provenance de l'argent qui devait transiter, il lui a entre autres promis 2 petits diamants et même plus le temps d'une nuit. Après un dîner discret et bien arrosé dans un restaurant gastronomique alentour, une fois les salam-aleiks romantiques d'usage expédiés, la soirée s'est achevée dans une luxueuse chambre d'hôtel. Et pendant 3 jours, Janine rêve, ou plus exactement a rêvé. Elle s'est imaginée naïvement devenir sans autre garantie la geisha attitrée d'Annie Kakin. Quelle ridicule petite sotte! Elle lui a donné rendez-vous il y a moins de 20 minutes dans la grange attenante à la ferme. Et il lui a ri au nez avec mépris, quand elle attendait des mots d'amour et les fameuses pierres précieuses. Il lui a annoncé brutalement qu'aucun homme de son clan ne fait affaire avec une gaijin. Et d'ailleurs, il est déjà marié et père de 3 filles. Il n'a que faire d'une petite Française mal dégrossie qui ne comprend rien à sa nature profonde. Il se moque bien d'elle et n'a jamais eu l'intention de lui donner quoi que ce soit. Ni amour, ni diamant. Comme elle s'agite et devient franchement menaçante, histoire de la calmer un peu, il saisit le revolver de poche qu'il garde toujours à portée de main. Dans la précipitation, au moment même où il dégaine, il oublie malgré la douleur sa phalange fraîchement amputée. Et c'est ainsi que l'arme lui échappe malencontreusement pour atterrir aux pieds de Janine. D'un geste vif, elle s'en empare et met en joue Annie Kakin. Humiliée, elle lui décoche sans sommation une balle rageuse droit au cœur. Son frauduleux amant nippon, touché de plein fouet, s'écroule, souffle coupé pour l'éternité. Voilà au moins une chose utile que lui aura appris sa mère.
tirer à la carabine. Annie Kakine ne pouvait pas se douter que Janine chasse les rats du poulailler à coups de plomb depuis ses 10 ans. Malgré la panique qui lui enserre les boyaux, Janine tente ensuite maladroitement de dissimuler le cadavre sous un petit ballot de foin. Sa faible force physique l'empêche de recouvrir l'entièreté du corps, et tant pis si les pieds d'Annie Kakine, chaussés de bottines en peau de serpent grand luxe, dépassent un peu. Elle réglera plus tard cette légère contrariété. Pour le moment, il lui faut gagner du temps avant l'arrivée imminente à la ferme de l'honorable monsieur Niwano Torino Ho Shiri, sexeur de poussins renommé. Alors, pendant que sa mère continue de soliloquer, Janine essuie discrètement sa main sanguinolente dans le premier torchon de cuisine qui traîne. Il y a le sexeur qui devrait être là d'une minute à l'autre. Reste donc pas là, viens plutôt m'aider à préparer le poulailler. Je veux pas que le Shintok s'en aille perdre du temps à courir après les poussins et à arranger les places pour les séparer. Il y a tout qui doit y être prêt avant. Énonce sa mère, dont les yeux flous sont déjà bien embués par les vapeurs d'alcool. Ototo est toujours bien accueilli chez la mère Limel. Pour la première fois depuis 5 ans qu'il officie chez elle, la vieille lui présente sa fille. Une certaine Janine, qui doit avoir dans les 30 ans. Ototo la trouve grise et triste. C'est une jeune femme malingre, au teint pâle et aux longs cheveux filasses. Elle flotte dans un pantalon sombre, parle peu et ne sourit pas. Ses yeux incolores semblent animés par l'anxiété. Mais qu'importe cette fille sans charme, Ototo est là pour travailler. Le poulailler dans la grange est fin prêt et il entame immédiatement sa précieuse mission. Noyé dans la cacophonie et l'odeur entêtante des bêtes, il travaille sans relâche. Vêtu d'une blouse blanche, d'une charlotte, d'un masque et de gants chirurgicaux, une loupe à la main et lampe frontale plein feu, il saisit entre ses mains chaque poussin sans le brusquer. Il fait sortir délicatement ses fesses, ce qui permet d'ouvrir un peu son rectum. Puis il appuie avec douceur sur l'animal pour inverser son cloaque. Il l'examine alors attentivement et détecte ou non la présence d'une petite bosse dont il circonscrit très précisément la taille et la forme. Grâce à cette protubérance et à son sens aigu de l'observation, il peut alors différencier avec une marge d'erreur infime les poussins mâles des poussins femelles. Et, au fil de ses années d'expérience, Ototo a acquis une précision et une acuité visuelle à toute épreuve. Son excellente réputation n'est plus à ériger. Dans la campagne environnante, on sait qu'il travaille vite et bien, sans jamais blesser les poussins. À la pause, la vieille qui apprécie son professionnalisme ne rechigne jamais à lui offrir un petit godet de sa fine artisanale. Cependant, Ototo décline invariablement l'invitation à trinquer car il doit conserver une concentration et une dextérité irréprochables pour accomplir sa tâche minutieuse. Alors, qu'est-ce qui pourrait donc te faire plaisir, mon gars, si tu goûtes jamais à la fine? Nothing. Rien, Madame Limel. Sois pas si sérieux, qu'est-ce que je vais pouvoir donc te donner? Allez, garçon, dis-moi, j'offre. Vraiment, ça me fait plaisir d'y voir quelque chose, n'importe, ça peut bien être une autre chose que de la fine. Ototo sourit avec malice. Il pense à Asumata qu'il retrouvera demain. J'aimerais un cadeau pour ma fiancée Suma. Ah oui, quoi donc? J'aimerais 2 petits poussins pour elle. Ben, c'est tout. Ben oui que c'est d'accord, si c'est ça que tu désires seulement. Ototo jette un œil exercé sur le soleil de petits poussins femelles qui pépient à gauche du poulailler. Je choisis ces 2 ici.
dit-il en désignant 2 petites bêtes palpitantes. « Elles sont à toi !» acquiesce la mère Limelle. « Et tu verras dans quelques semaines que ce sont les meilleures pondeuses !» Asumata marche, ou plutôt danse le long des trottoirs dans la nuit. Elle agite ses mains sous la clarté des réverbères. Elle ne se lasse pas d'admirer la délicate bague de fiançailles que lui a offert Ototo au retour de son dernier voyage. C'est un anneau d'or plutôt classique, mais qui prend toute sa valeur car il est serti de 2 petits diamants d'une rare finesse. Asumata est joyeuse, Asumata rit car elle a bien travaillé cette nuit. Elle a voltigé sur les tables, elle a mis le feu, déridé et encouragé les clients à boire. La recette a été bonne, le patron du bar est content. Asumata a été grassement payée pour ses prouesses de danseuse orientale. Dans quelques mois, elle épousera Ototo. Et les 2 petits poussins qui dorment en ce moment dans un carton à chaussures sur le balcon seront des poules. Et qui sait si elles ne pondront pas des œufs en or. Délicieuse terreur. Délicieuse terreur, l'émission qui vous fait mourir de peur sans jamais vous tuer.